Olivier Lecourt, Grand Maison, merci beaucoup de m'accorder cet entretien. J'ai lu deux de vos ouvrages. Euh, Vous traitez du rapport à l'histoire coloniale, au passé, et ces questions ont des résonances, des résurgences dans le monde contemporain. Et donc, dans un premier temps, peut-être première question, ça serait de vous demander un petit peu comment, à travers votre itinéraire d'historien, avez-vous été amené à travailler sur certaines questions liées justement au fait colonial et voilà, disons à cette dimension qui aujourd'hui ressurgit dans l'actualité politique. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ces questions. Alors, une précision tout d'abord, d'un point de vue académique et institutionnel, je ne suis pas à proprement parler historien. Par ailleurs, si j'ai effectivement écrit plusieurs ouvrages sur la question coloniale, j'ai la faiblesse de croire que d'ailleurs, comme les contemporains, et je veux dire là les contemporains, les hommes de la Troisième République, que la colonisation est un fait social total, et qu'à ce titre, pour en avoir une connaissance aussi complète et précise que possible, il est nécessaire, évidemment, parce que c'est un objet du passé, d'en traiter d'un point de vue, si je peux dire, historique, mais aussi d'aborder cette question d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue philosophique, puisque il est tout à fait possible, il est même, à mon avis, indispensable, euh, d'avoir une réflexion sur un certain nombre de dispositions juridiques d'exception, sur l'état d'exception, sur les origines du racisme d'État. Voilà pour l'essentiel. Donc, de fait, une démarche, et j'emprunterai le terme à Michel Foucault, une démarche au fond dédisciplinarisée, justement parce que l'objet colonial est un objet total, qui comprend des facettes multiples, puisque la colonisation a à la fois intéressé évidemment des orientations géopolitiques internationales. La question coloniale a été une question coloniale de politique intérieure. La question coloniale est très liée à la question sociale dès les années 1848 et d'une certaine façon plus encore au début de la Troisième République. La question coloniale a été à l'origine du développement extrêmement important d'un droit spécifique très longtemps oublié, alors même qu'il a joué un rôle décisif pour la détermination du statut des indigènes, comme on disait à l'époque, qu'il a joué un rôle décisif pour asseoir du point de vue juridique l'oppression particulière imposée à ces indigènes, qu'il a donné lieu à des textes fondamentaux, là aussi trop souvent oubliés, comme les codes de l'indigénat. Je pense au code de l'indigénat de 1865 et 15, dont la première version a été mise en œuvre en Algérie avant que ce code de l'indigénat ne devienne une sorte de matrice à partir de laquelle ont été élaborés des codes de l'indigénat appliqués en Afrique équatoriale, en Afrique occidentale française, à Madagascar, en Indochine et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, rappeler que la question coloniale a également donné lieu au développement de toute une série de disciplines qui vont prospérer à l'intérieur des grandes disciplines déjà existantes, comme la sociologie, puisqu'on voit se développer une sociologie coloniale, à l'intérieur de la psychologie, puisqu'on va voir se développer pendant très longtemps une psychologie dite ethnique, qui a joué un rôle là aussi absolument essentiel dans la construction de l'image de l'indigène comme inférieur et dangereux. L'ensemble confirmant, de mon point de vue, donc la nécessité d'avoir du fait colonial une approche dédisciplinarisée. Alors, ce qui m'a conduit à m'intéresser à ces questions, c'est la découverte, un peu par hasard, mais pas complètement, de textes de Tocqueville consacrés à la conquête et à la guerre conduite en Algérie par le général Bugeaud et ses officiers supérieurs, dans un contexte où Alexis de Tocqueville faisait l'objet, puisqu'il est parlementaire,
les responsabilités de Tocqueville en tant que spécialiste de la colonisation, qui a fait 2 déplacements officiels en Algérie, et les textes de Tocqueville produits à cette occasion étaient très peu connus, très peu, par conséquent, très peu étudiés et très peu commentés en France. Et donc, j'ai commencé à travailler sur Tocqueville. Et travaillant sur Tocqueville, je me suis intéressé d'une part à la conquête de l'Algérie et d'autre part parce que Tocqueville y consacre des pages significatives, d'une part à la guerre très particulière menée par les armées françaises en Algérie, guerre que je qualifie de totale pour des raisons diverses et variées, et liées à ceci notamment que ces guerres débouchent sur l'effondrement de la distinction entre civils et militaires, ce qui ouvre la possibilité de massacres de masse, les civils étant toujours suspectés d'aider, entre autres, les troupes d'Abdelkader et ceux qui résistent à la colonisation française, et d'autre part l'effondrement de la distinction entre sanctuaire et champ de bataille, ce qui ouvre la voie à des destructions de masse, là, de villages, de villes, d'oasis, ce que Tocqueville approuve tout à fait. Et de fil en aiguille, donc, c'est cette recherche partie sur un point très particulier qui était donc Alexis de Tocqueville et l'Algérie, a donné lieu à ce premier ouvrage, Coloniser et exterminer sur la guerre et l'État colonial. Cet ouvrage Coloniser et exterminer sur la guerre et l'État colonial était paru en 2005 et effectivement, moi j'ai l'habitude je suis un peu familiarisé avec l'histoire voilà, coloniale, l'histoire des luttes de libération nationale, notamment pour les pays du Maghreb et du Machrek. Il y a un certain nombre d'historiens qui traitent de ces questions. Voilà. Mais je suis frappé par, disons, le caractère justement documentaire très très précis et très massif sur lequel vous avez travaillé. Et c'est ça qui, à mon avis, me paraît assez frappant, en tout cas dans ces 2 livres. Donc le second est consacré, est paru l'année dernière, en 2019, Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Et ce qui me frappe, c'est que vous faites ressortir, à la fois pour la question coloniale, même si nous avons énormément de données, nous avons eu accès à un énorme de données, ce que vous avez dit sur Tocqueville, voilà, les citations que vous avez sur Tocqueville sont vraiment frappantes parce qu'on sait aussi l'importance de cet auteur, de ce responsable aussi politique, puisque je pense qu'il était député à l'Assemblée nationale. Euh, Absolument. et voilà, son ouvrage sur la démocratie, enfin, son influence sur des idées libérale, de progrès, d'ouverture, et ces citations sur l'Algérie qui contrastent radicalement. Et dans le dernier ouvrage, je note aussi que sur l'islamophobie, vous montrez, et ça c'est, je pense, une première, parce que on y reviendra, mais vous montrez le caractère ancien de cette notion qui aujourd'hui est extrêmement commentée, extrêmement et que l'on tend à montrer comme quelque chose de nouveau qui serait sorti à la faveur disons de talk show médiatique, que c'est une notion qui n'a pas de teneur. Et ce que vous montrez dans votre ouvrage très documenté, c'est que l'islamophobie, ben, c'est une détestation ou c'est un jugement sur une religion, une culture, des peuples qui s'en inspirent, mais qui est là aussi extrêmement documenté. Et donc, moi, ma première, disons, la question qui me vient avant de rentrer dans le détail, c'est euh, quelle est l'utilité de connaître le fait l'histoire du fait colonial tel que vous l'avez entrepris, notamment en travaillant comme voilà, comme un objet qu'il s'agit de dédisciplinariser, ou voilà, pourquoi parler de l'islamophobie dans le passé? Quelle est l'utilité de ce travail sur l'histoire pour quelqu'un, pour un citoyen d'aujourd'hui, de France, ou peut-être même
d'Afrique du Nord ou d'ailleurs en Afrique subsaharienne. Il y a des recherches maintenant très importantes et menées depuis longtemps sur le fait colonial français, mais aussi sur les autres expériences de colonisation, notamment par des États européens devenus de très grandes puissances coloniales ou déjà de grandes puissances coloniales à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Plus spécifiquement et relativement à la France, au fond, on pourrait dire que sur un certain nombre de points et sur des points significatifs et importants, c'est au fond un passé qui n'est toujours pas passé. C'est un passé qui n'est toujours pas passé pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a des dispositions du droit colonial qui continuent d'être appliquées aujourd'hui en France et à l'échelle européenne. Je vais prendre deux exemples pour ce qui est de l'Hexagone et de la France spécifiquement. Si l'on prend l'internement administratif, qui est donc une disposition répressive qui a été massivement utilisée à l'endroit et à l'encontre des indigènes, jusqu'en 1945 et d'ailleurs après, dès que la guerre d'Algérie reprend le 1er novembre 1954, contrairement à un certain nombre de chronologies partielles et partiales, on s'aperçoit que l'internement administratif a continué d'être massivement utilisé à l'endroit et à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière. Il s'agit d'une disposition d'exception qui est pensée comme telle par tous les juristes spécialistes du droit colonial, et ce à quoi on assiste au cours de l'entre-deux-guerres, après 1945, c'est au fond une sorte de lent processus de banalisation de l'exception qui débouche sur ceci de très particulier, qui est que plus une disposition d'exception se banalise, moins elle apparaît comme une disposition d'exception, plus elle peut être utilisée comme une disposition banale. Et c'est assez précisément ce qu'il s'est passé en ce qui concerne l'internement administratif. Si on prend une autre disposition d'exception, disposition votée en pleine guerre d'Algérie, 1955, la loi sur l'état d'urgence, disposition qui est assurément d'exception, prise dans un contexte résolument exceptionnel, puisqu'il s'agit ce contexte de ce que les contemporains appellent à l'époque, avec un délicat euphémisme, les événements d'Algérie. Il s'agit là encore de dispositions d'exception appliquées dans un contexte qui est celui de la guerre, à être progressivement, là aussi et là encore, faire l'objet d'une sorte d'extension banalisation, puisque cette disposition d'exception va être utilisée en Nouvelle-Calédonie au moment de très graves affrontements entre les indépendantistes kanaks et l'État français, et que par ailleurs, on sait que lors des émeutes dans les quartiers populaires en novembre 2005, pour la première fois dans l'histoire de la répression en métropole, la loi sur l'état d'urgence de 1955 a été utilisée pour mettre un terme à ces émeutes. Et que par ailleurs, comme souvent, ces dispositions d'exception ont été maintenues bien au-delà des émeutes qui ont été réprimées et réglées d'un point de vue, si je puis dire, policier assez rapidement, l'état d'exception ayant été prolongé jusqu'au tout début de l'année 2006. Par ailleurs, les événements et les mobilisations qui ont eu lieu récemment en France, en ce qui concerne les violences policières et les violences racistes policières, liées à la multiplication des contrôles aux faciès et au fait que, effectivement, les statistiques montrent que ceux qui sont victimes d'une part de contrôle et d'autre part de violences policières pouvant déboucher sur la mort sont, de façon majoritaire, ce qu'on appelle des jeunes des quartiers populaires et des jeunes racisés des quartiers populaires, des héritiers de l'émigration coloniale et post-coloniale. Et là aussi, là encore, on s'aperçoit qu'il y a des filiations particulièrement évidentes entre les méthodes de la police telles qu'elles étaient employées à l'époque coloniale et les méthodes de la police telles qu'elles peuvent être encore aujourd'hui mobilisées. Avec l'idée, au fond, que les jeunes des quartiers populaires aujourd'hui constituent une sorte de nouvelle classe pauvre et dangereuse du XXIe siècle, ce qui justifie que l'État mobilise à leur endroit des dispositions policières dont il faut considérer qu'elles sont des dispositions d'exception avec le recours à des violences qui, une fois encore, ne sont pas employées ou n'étaient pas employées auparavant vis-à-vis de ceux qui sont perçus, très entre guillemets,
comme des Français de souche. Enfin, rappelez que l'espace public français est saturé, si je puis dire, de la mémoire de ce passé colonial. Le fait qu'il y ait, par exemple, devant l'Assemblée nationale française, une statue de Colbert, qui est le père spirituel du Code noir de 1685, le fait qu'il y ait encore à Paris une avenue qui s'appelle Bugeaud, une statue dédiée au même rue de Rivoli sur l'une des façades du Louvre, qu'il y ait une statue du général Bugeaud, par exemple, dans sa ville natale de Périgueux, et on pourrait citer quantité d'autres noms de rues, statues à la gloire de ce que les contemporains à l'époque appelaient de grands coloniaux. À l'évidence, il s'agit bien de traces de ce passé impérial de la France contemporaine et de la volonté, avec ces traces, noms de rues et ou statues, de contribuer, c'est comme ça que ça a été pensé à l'époque, de contribuer à l'écriture d'une sorte de grand roman français ou de grand roman national républicain qui peut et doit s'incarner dans des figures réputées glorieuses. Et pour reprendre une formule de Louis-Georges Jetin, qui fut président du CRAN, Conseil représentatif des associations noires, qui est aujourd'hui président d'honneur du CRAN, ces héros sont effectivement les bourreaux des indigènes, et l'on pourrait dire dans certains cas d'ailleurs qu'ils ne sont pas simplement les bourreaux des indigènes, mais qu'ils ont été ou qu'ils auraient souhaité être les bourreaux de la République, puisque en ce qui concerne le maréchal Bugeaud, celui-ci n'a pas été seulement l'un des théoriciens et des praticiens de la guerre totale menée en Algérie, il a été aussi, et c'est moins connu, l'un des théoriciens de la guerre contre-révolutionnaire en France, puisque à la suite de la révolution de février et juin 1848 en France, il publie un ouvrage, De la guerre des rues et des maisons, qui est un ouvrage entièrement consacré à la question sociale, avec un S majuscule, ce qui veut dire dans la langue du 19e la révolution, et évidemment consacré à la répression des insurrections et des révolutions. Et donc Bugeaud est aussi, et doit être considéré, ses écrits le prouvent assurément, comme un ennemi, j'allais dire, mortel de la République. Et à ce titre, il me paraît tout à fait scandaleux, effectivement, que le maréchal Bugeaud soit encore honoré par cette République, alors même qu'il en a violé toutes les valeurs, liberté, égalité, fraternité, et qu'encore une fois, il en était un ennemi farouche. Et alors, sur ces débats aujourd'hui ressortent très fortement autour de, voilà, de ces statuts célébrant des personnages qui ont joué un rôle important dans la colonisation. Ça ressort à la faveur de manifestations contre le racisme, voilà, en France, mais qui font suite à l'affaire qui s'est passée, au meurtre qui s'est passé aux États-Unis, George Floyd. Vous parlez d'un passé qui ne passe pas. Alors, je dirais que c'est un passé qui insiste, persiste, pour parler, voilà, insiste, pour parler comme Gilles Deleuze, dans le temps présent. Ce qui me paraît un élément assez frappant, à la fois pour décrire la situation contemporaine et la situation historique, c'est qu'en fait, la question coloniale, vous l'avez évoqué, c'est une affaire liée aussi, c'est une affaire extrêmement liée au fait social. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit que ce rapport d'une certaine centralité française par rapport à certaines catégories ou franges de la population française, par rapport à ses banlieues, par rapport à certains quartiers, à une certaine jeunesse. Et on voit que dans le fait colonial, en fait, ce que vous montrez, c'est que c'est une manière pour les États, l'expansion n'est pas simplement un fait géopolitique de rayonnement. Voilà, vous avez des citations importantes sur la race anglo-saxonne qui domine la planète et le besoin pour la France, voilà, d'essayer de trouver sa place. Au-delà, disons, des aspects de rayonnement d'empires coloniaux, de rivalité, vous montrez que même pour la Grande-Bretagne, le fait colonial, c'est une manière de gérer son rapport, sa propre affaire démographique, si je puis dire, les éléments les plus pauvres, les classes les plus défavorisées,
les plus peut-être vouées disons, à la révolte ou à l'insurrection, ou celles qui posent problème, enfin, sont encouragées d'aller voilà, peupler d'autres régions, de sortir du cadre territorial, par exemple dans le cas français de la métropole, et que en fait, voilà, l'expansion, l'agrandissement national correspond c'est une manière de gérer sa propre entre guillemets rebut démographique. Disons que là, je trouve un fait frappant, c'est que nous avons toujours là un rapport entre centre-périphérie sur le plan démographique. Et aujourd'hui, nous avons ce rapport à certaines catégories de la population française qui s'exprime aussi, comme vous l'avez soulevé, voilà, à travers un ordre sécuritaire. Et donc c'est ça que je trouve assez frappant et que n'est pas assez évoqué, cette dimension du rapport à la gestion de sa propre démographie. En fait, un cinquième de l'humanité, comme vous le citez, qui en arrive à une certaine phase de l'histoire mondiale, d'occuper et de coloniser les 4/5 de la planète. Et aujourd'hui, nous avons les 4/5 de la population mondiale qui existe et qui veut sa part, enfin, dans un monde globalisé et multipolaire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette dimension, voilà, entre l'intérieur et Oui, l'extérieur? alors, oui, j'ajouterais qu'il s'agit pour partie d'une question démographique, mais d'abord avant tout d'une question sociale, puisqu'en effet, et qui surgit très tôt, et ce n'est pas un hasard si elle surgit dans les années 1830, si cette question rebondit plus encore dans les années 1848, à l'occasion de la Révolution de février 1848 et juin 1848 et après la Commune de Paris, c'est effectivement ce qui m'a beaucoup frappé et qui est, vous l'avez souligné, peu traité au fond, ce qui renvoie aussi là à la nécessité d'une approche dédisciplinarisée pour arriver à articuler des champs de connaissances qui d'habitude sont traités de façon absolument indépendante les uns des autres, alors même qu'ils sont parfois très proches, et plus que cela, qu'ils sont complètement intriqués, le champ de la question sociale et le champ de la question coloniale. Et effectivement, pour la seconde moitié du XXe siècle, pleine révolution industrielle, marquée en France par la réitération d'affrontements sociaux d'une très grande violence, qui inquiètent énormément les contemporains. Et l'une des réponses à cette question sociale va être assez vite et assez rapidement, et ça concerne spécifiquement l'Algérie, pour des raisons qui sont liées à la proximité de ce territoire, pour des raisons qui sont en partie liées d'ailleurs aussi à des considérations climatiques, le projet de faire de l'Algérie une colonie de peuplement, de façon à exporter, pour le dire en ces termes, de gré ou de force, les classes pauvres et dangereuses du 19e siècle. La question ressurgit de nouveau à la fin du 19e et au début du 20e siècle sous la Troisième République, pour une raison au fond relativement simple et qu'on a tendance parfois à marginaliser, qui est que les contemporains, les fondateurs et les futurs dirigeants et dirigeants de la Troisième République ne sont pas simplement les contemporains de la défaite française devant les armées prussiennes, ils sont aussi les contemporains d'un événement cataclysmique qui a été un événement avec un E majuscule extrêmement traumatique pour la France, qui est la Commune de Paris. Et prenons un exemple, lorsque Ernest Renan, considéré comme l'un des pères fondateurs intellectuels, politiques et philosophiques de la Troisième République, après la Commune de Paris et après la défaite des armées françaises devant les armées prussiennes, écrit ce texte célèbre de la réforme politique et morale. Qu'est-ce qu'une nation? Il considère en effet que, et je trahis sans doute un peu la lettre, mais pas du tout l'esprit de son écrit, il dit au fond, il écrit ceci: une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme. Pour les hommes de la Troisième République, donc, la construction de l'Empire, effectivement, comme vous l'avez souligné, n'obéit pas simplement à des considérations géopolitiques destinées à faire en sorte que la France redevienne une grande puissance européenne et mondiale grâce à son empire,
la question coloniale est d'emblée pensée comme un moyen pour eux de contribuer à la résolution de la question sociale. C'est vrai, chez Ernest Renan, il y a des textes également très importants et significatifs de Victor Hugo à ce sujet, notamment un célèbre discours consacré à l'Afrique, qui est un discours prononcé par Victor Hugo à l'occasion d'un banquet républicain destiné à célébrer l'abolition de l'esclavage. Le discours de Victor Hugo dans lequel celui-ci appelle ses contemporains et les Français à conquérir l'Afrique, cette terre réputée vide, et à transformer les épées en chocs de charrues, et à transformer, c'est sa formule, les prolétaires en propriétaires. Et comme Ernest Renan, Victor Hugo, et comme beaucoup d'autres de sa génération, pense effectivement que la construction de l'empire colonial permettra de résoudre pour partie la question sociale en favorisant le départ, effectivement, de celles et ceux qui sont considérés comme les plus pauvres, et étant considérés comme les plus pauvres, ou pas forcément les plus pauvres, mais en tout cas les plus turbulents et les plus menaçants pour la stabilité de la République, qui, partis dans les colonies, changeront complètement de statut social. Ils étaient prolétaires artisans en France, ils deviendront dans les colonies propriétaires, et à ce titre, ils seront, pense Victor Hugo et beaucoup de ses contemporains, ils seront extrêmement attachés, bien sûr, à la République, qui leur a permis de devenir propriétaires, mais aussi ils seront évidemment pensés comme les meilleurs défenseurs de l'Empire, puisque cet Empire leur aura offert des terres et un nouveau statut social, de nouvelles conditions de travail et de nouvelles conditions d'existence. Est-ce que vous voyez donc une filiation, ou disons, non, pas une causalité, mais une corrélation entre ce rapport à la question sociale, voilà, à l'époque coloniale, et les questions sociales aujourd'hui, sociopolitiques en France, les combats autour, voilà, de la question du racisme, disons, une jeunesse issue de l'immigration, disons, est en phase de révolte, qui manifeste contre un certain nombre de discriminations. Et est-ce que l'on peut parler d'une sorte de parenté au niveau de la généalogie politique de la question sociale telle qu'elle s'est présentée il y a un siècle et demi et aujourd'hui? Alors, il y a assurément des continuités, continuité du point de vue des pratiques de la police, continuité du point de vue de la mobilisation d'un certain nombre de dispositions d'exception, continuité des pratiques langagières, puisque les jeunes des quartiers populaires racisés sont évidemment, si j'ose dire, mais le évidemment ne va pas du tout de soi, sont évidemment tutoyés, alors qu'en général, les mêmes policiers n'utilisent pas le tutoiement lorsqu'ils s'adressent à des gens qui sont moins jeunes, et a fortiori si ceux-là sont perçus comme des Français dits de souche. Et on est en droit de considérer effectivement que le tutoiement réitéré dans le cadre de contrôle policier fait partie bien sûr intégrante d'une violence symbolique infligée à autrui, puisqu'il est signifié par le tutoiement que celui-là n'est pas considéré comme un égal, qu'on peut prendre beaucoup de liberté avec les civilités élémentaires puisqu'il est tutoyé, et rappeler que ce tutoiement était effectivement une injonction morale dans l'Empire, puisque pour signifier aux indigènes qu'ils n'étaient pas des citoyens français, mais qu'ils étaient des sujets français, c'est-à-dire des inférieurs, la langue coloniale, les prescriptions relatives à cette langue coloniale et aux usages langagiers dans l'Empire français étaient qu'il était impératif pour les colons français et européens de tutoyer l'indigène et de ne pas l'appeler de ne pas utiliser le vocable monsieur ou madame, mais d'utiliser le tutoiement et en général d'utiliser le prénom de l'indigène. C'était évidemment une façon langagière de le maintenir constamment à sa place. De ce point de vue-là, les continuités me paraissent évidentes entre les pratiques de la police d'hier et les pratiques de la police aujourd'hui. Outre le fait qu'un certain nombre d'expressions particulièrement péjoratives et désobligeantes à l'endroit de ce qu'on appelait hier les indigènes sont encore employées aujourd'hui. Un responsable d'une organisation syndicale de policiers considérait que
traiter un noir de bamboula n'était pas au fond si terrible que cela. Par là même, il témoignait effectivement de la permanence d'expressions racistes, dont l'une des conséquences est évidemment d'infliger à celui qui est ainsi traité une violence langagière et symbolique significative. Alors, des continuités importantes, des discontinuités significatives dans la mesure où ces héritiers de l'émigration coloniale et post-coloniale qui font l'objet en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, mais en France particulièrement, de discrimination systémique, et avec d'autres, je considère qu'ils ne sont pas simplement l'objet de discrimination systémique, mais qu'ils font l'objet de ce que nous sommes un certain nombre à qualifier d'un racisme d'État, notamment parce que la police est une institution d'État ô combien importante pour l'État, et que chacun sait que les contrôles aux faciès sont parfaitement assumés par les autorités politiques de ce pays, lors même qu'elles sont parfaitement informées de leur existence, qu'elles sont également parfaitement informées du fait que ces contrôles aux faciès contreviennent à des principes d'égalité et de liberté assurément, et ils perdurent. Donc, continuité d'un côté, mais discontinuité, puisque désormais, il s'agit, entre guillemets, pour user de ce vocabulaire détestable, pour les pouvoirs publics de gérer dans les quartiers populaires, donc la population de ces quartiers populaires et les jeunes en particulier, qui, comme je le disais il y a un instant, incarnent au fond ces nouvelles classes pauvres et dangereuses du XXIe siècle pour des raisons diverses qui sont à la fois sociales, par quoi il y a une certaine continuité avec ce qui s'est passé antérieurement, mais là c'est nouveau, pour des raisons ethno-raciales, parce que ceux-là sont pensés comme venant d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, et par ailleurs aussi pour des raisons religieuses et culturelles. Et là, évidemment, la question de l'islam est absolument essentielle à prendre en compte dans la mesure où, pour beaucoup, les musulmans, en général, sont pensés comme faisant peser une sorte de menace existentielle sur la démocratie et pour la République, et pour un certain nombre de ces principes, et notamment, évidemment, pensent-ils les mêmes pour la question ou les questions relatives à la laïcité. Oui, alors je voulais préciser que quand j'ai évoqué ce parallélisme entre l'époque coloniale et l'époque contemporaine, pendant que vous me répondiez, je pensais à un concept que vous avez mobilisé dans votre travail que je trouve intéressant, un concept utilisé en histoire de champ d'expérience. Cette notion de champ d'expérience qui en fait voilà, construit le fait colonial, mais qui aussi, ce champ d'expérience, c'est quelque chose qui est un devenir. Ce n'est pas une histoire, disons, statique, c'est quelque chose qui a des prolongements même dans l'avenir. Et donc, je trouve que ce concept peut-être aussi peut contribuer à éclairer ce qui se joue actuellement à la lumière d'un fait historique, disons, qui ne veut pas passer ou que l'on veut mettre en sourdine. Avant de parler de la question de l'islam, je pense qu'il est important à ce stade, parce que je ne l'ai pas assez mentionné. Donc, vos deux livres sont pour moi très importants dans le sens qu'ils mobilisent un très grand nombre d'auteurs de citations, mais qui se présentent, qui sont des gens dans leur temps, qui sont les plus hauts responsables politiques, académiques, scientifiques de leur temps, et dont les citations sont, disons, mobilisent le racisme le plus sommaire, la hiérarchisation des races. Enfin, lire aujourd'hui des ouvrages qui prétendent traiter scientifiquement des cultures du monde, des peuples du monde, je veux dire, c'est proprement immonde. Aujourd'hui, un auteur qui écrirait comme ça serait passible des tribunaux. Et donc, je veux dire, c'est pas juste une ou deux citations que vous mobilisez, c'est vraiment un corpus très, très, très important. Or, donc, je pense qu'il est important de montrer que un racisme qui s'affirmait
de manière tranquille, un paternalisme, vous avez évoqué le tutoiement, mais le paternalisme qui consiste à considérer les peuples d'outre-mer comme de grands enfants, des gens qu'il faut, voilà, qu'il faut superviser, etc. Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraît scandaleux, mais qui à l'époque était une production de scientifique. Et ça me fait penser aussi disons, vous évoquez vous évoquez les faiseurs de livres d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de littérature sur l'islam, l'islam politique, l'islamisme, la radicalisation, qui relève, enfin une étude qui relève de cette même prétention scientifique, mais je suis sûr qu'avec le temps, cette littérature enfin, nous apparaîtra tout à fait différemment. Et encore une fois, les faiseurs de livres aujourd'hui ont pignon sur rue, c'est des gens qui représentent l'intelligentsia, donc on peut affirmer vraiment tout et n'importe quoi au sujet de l'islam. On peut même afficher son islamophobie. Donc, ce qui me paraît maintenant intéressant, dans votre dernier ouvrage sur l'islam, c'est que nous tendons à croire que la question, le retour du religieux ou le recours du religieux en islam est une donnée récente, issue de l'effondrement du bloc communiste, de la fin de la guerre froide, et que l'islam serait le nouvel ennemi métaphysique. C'est quelque chose qui a été avancé avec la théorie fumeuse du clash des civilisations. Et donc, il y a cette notation, clairement, ce rapport à l'islam qui est présent, des discours sur l'islam dans les médias, etc. Et donc, cette notion d'islamophobie est ressortie. Alors, bon, moi, je colle à la définition de cette notion, c'est-à-dire, beaucoup disent que c'est tendent à minorer cette notion. Moi, j'enseigne, je donne un cours à l'université de Fribourg sur l'islam critique, la pensée critique, mais j'enseigne tranquillement contre, disons, la plupart des gens les plus éminents de l'intelligentsia française. Je soutiens que l'islamophobie, c'est une réalité qu'il faut penser, qu'il faut analyser. Peu importe le terme, détestation de l'islam, j'aime bien l'idée qu'a montré Achille Mbembe, la racialisation du fait religieux, voilà, la question du voile qui devient racialisée. Hein. Donc, alors effectivement, beaucoup de gens qui veulent, comment dire, dénier cette haine plus ou moins désintéressée des musulmans, ou voilà, cette essentialisation de l'islam, prétendent que en fait l'islamophobie, c'est enfin, invoquer l'islamophobie, c'est s'interdire la critique de l'islam. Bon, moi, je suis un des acteurs de la critique de l'islam de l'intériorité, donc je défends une vision révolutionnaire, un rapport totalement sécularisé, libéré du retour, disons, complètement libéré du rapport aux politiques, au pouvoir, etc. Donc, je suis très serein sur cette question, mais je reconnais qu'il y a vraiment un problème avec, disons, une expression xénophobe qui se focalise sur le fait religieux, sur ceux qui se réclament d'une certaine tradition religieuse. Et vous, vraiment, le grand mérite de votre ouvrage, c'est que vous coupez l'herbe sous le pied de tous ceux qui tendraient à montrer que l'islamophobie, en fait, c'est le droit à la libre pensée, que c'est l'esprit critique qui s'exerce, puisque vous montrez, en fait, que l'islamophobie, le terme même, était employé mais depuis voilà, plus d'un siècle et demi, accompagnant la phase coloniale. Donc, ce terme a une histoire, a une existence, ce n'est pas une invention récente d'éditocrates ou de médiologues. Et ça, je pense que c'est un apport considérable non seulement dans la réflexion, la documentation, mais aussi pour l'orientation de cette discussion sur encore une fois, ce champ d'expérience où un certain nombre de formes de rejet s'expriment par rapport à certaines franges de la population. Alors, voilà, peut-être, moi, je colle à la notion d'islamophobie, je la définirai, c'est comme ça, en tout cas, que je la présente à des étudiants,
comme, je prends en terme, on pourrait utiliser d'autres mots, hein, mais je suis anti-musulman, anti-islam, comme vous voulez. C'est pas très important, mais c'est l'idée que, en tout cas, moi, je le prends comme une pathologie dans le sens de islamophobie, peur, voilà, peur, anxiété, quelque chose qui relève d'une pathologie face aux faits religieux, face aux musulmans, aux mahométans, voilà. Et donc, euh, d'un côté, les gens ont peur des extrémistes, en fait, voilà, mais il y a aussi une paranoïa, justement, à percevoir dans le musulman le détenteur de la violence, celui qui l'exerce partout. Et donc, dans un premier temps, comment définiriez-vous cette notion d'islamophobie à partir des sources historiques sur lesquelles vous avez travaillé? Alors, tout d'abord, vous avez raison de le rappeler, cela vaut également pour le racisme. Le racisme qui émerge à la fin du 19e et au début du 20e siècle en France et plus généralement en Europe, faut-il le rappeler, est un racisme dit scientifique, contrairement à ce qu'on a trop souvent tendance à penser, c'est-à-dire un racisme élitaire, élaboré par des savants qui ont effectivement pignon sur rue, et en ce qui concerne la France, qui sont, pour beaucoup d'entre eux, des républicains et des hommes que la République a honorés. Je pense en particulier au fondateur de l'anthropologie physique française et fondateur de la craniologie, qui a été l'un de ceux qui s'est livré, par exemple, à une étude comparative du cubage des crânes entre noirs et européens, et qui est arrivé à la conclusion que la raison, selon lui, scientifiquement fondée de l'infériorité de ces Noirs était liée au fait que leur cerveau était plus petit, et il était absolument convaincu, lui comme ses contemporains, d'avoir apporté une réponse scientifique à une question qui était pendante depuis fort longtemps. Celui dont je parle n'est autre que Broca. Broca, qui a encore aujourd'hui dans le 5e arrondissement de Paris une rue afin de rendre hommage à celui qui est à l'époque pensé comme un très grand scientifique. En ce qui concerne l'islamophobie, il faut rappeler, là aussi, là encore, que cette islamophobie est une islamophobie élitaire, dont l'un des concepteurs n'est autre que Ernest Renan, personnage extrêmement important des débuts de la Troisième République, puisqu'il faut rappeler que Ernest Renan conjoint 3 modes de légitimité. Une légitimité académique ô combien prestigieuse, puisque Ernest Renan est professeur au Collège de France, une légitimité politique parce qu'il est pensé comme l'un des pères spirituels de la Troisième République, et enfin une légitimité littéraire, puisqu'il est pensé par ses contemporains comme un très grand écrivain. La preuve, si je puis dire, il est membre de l'Académie française. Et Ernest Renan est l'auteur d'un certain nombre de textes et de conférences qui ont été effectivement pensés par les contemporains, faut-il le rappeler, pour celles et ceux qui pensent qu'il s'agit d'une sorte de jugement rétrospectif porté avec les valeurs qui seraient les nôtres dans un contexte où ces valeurs étaient différentes, et rappeler que les textes très violemment islamophobes de Ernest Renan ont été critiqués par des contemporains et de façon très vive et significative, et que par ailleurs, c'est évidemment, vous l'avez signalé aussi, très important, le terme même d'islamophobie n'est absolument pas une invention contemporaine, comme le prétendent d'un côté Gilles Kepel, professeur des universités, dont on s'étonne qu'il n'ait pas fait plus de recherches que cela pour se découvrir que le terme surgit dans les débats coloniaux autour de l'islam dès le début des premières années du XXe siècle. Et par ailleurs, contrairement à ce que clame et répète en boucle Caroline Fourest également, le terme n'a pas été inventé par les mollahs iraniens à la suite de la victoire de l'imam Khomeini et de son retour à Téhéran en 1979, puisque effectivement, celui que je vais citer est pensé par ses contemporains là aussi comme un grand colonial, et le terme à l'époque est laudatif. Il s'agit de Maurice Delafosse, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, l'un des fondateurs de l'Académie des sciences coloniales, donc quelqu'un qui n'est absolument pas hostile à l'Empire. Au contraire, il se pense et il est pensé par ses contemporains comme quelqu'un qui a joué un rôle absolument fondamental dans la construction et la défense de l'Empire. Et dans le cadre des polémiques
qui ont lieu autour de la question de l'islam et autour de la politique que doit mener la France en terre musulmane, Maurice Delafosse est amené effectivement à utiliser le terme islamophobie et à considérer que la politique que mène la France dans les territoires de l'Afrique occidentale française, mais également implicitement au Maghreb, est une politique, il l'écrit comme cela, est une politique islamophobe. Sur le terme même, peur de l'islam assurément, pathologie sans doute pas. J'aurais tendance même à rejeter le qualificatif de pathologique pour plusieurs raisons, parce que le terme de pathologie laisserait penser au fond que cette peur de l'islam, et là je pense spécifiquement à la période des premières années du XXe siècle, ou la période de l'entre-deux-guerres, qu'au fond cette peur de l'islam serait une sorte de peur irrationnelle des musulmans et de leur religion. Or, il suffit de lire les grands textes d'Ernest Renan, il suffit de lire les textes de ceux qui se sont intéressés à la question coloniale et à l'intérieur de la question coloniale à la question de l'islam pour se rendre compte que leur peur, si je puis dire, n'est pas du tout irrationnelle. Elle est tout à fait rationnelle. Et cette peur est liée aux représentations qu'ils se font de l'islam et des musulmans. Représentation de l'islam pensée comme une religion arriérée, comme une religion incompatible avec le progrès des sciences et des techniques, incompatible avec l'usage de la raison, les conséquences de ces conceptions étant au fond que l'islam condamne les peuples qui se sont convertis à l'islam à une sorte de stagnation d'une part, stagnation économique, sociale, politique, culturelle et civilisationnelle, mais plus que cela, ce n'est pas simplement une stagnation, c'est qu'au fond, et c'est là une différence notable, l'islam est pensé comme ce qui fait obstacle, et un obstacle absolument radical, à l'expansion de la seule civilisation réputée valoir, à savoir évidemment la civilisation européenne, et plus spécifiquement dans le cas qui nous intéresse, la civilisation française. De ce point de vue-là, l'ensemble de ces représentations permet de comprendre, et là je mobilise une catégorie forgée et utilisée en tout cas par Michel Foucault dans un des cours qu'il avait fait au Collège de France, cette catégorie de barbare. Et effectivement, la figure du musulman, telle qu'elle est construite par ces élites politiques et d'abord académiques de la Troisième République, la figure du musulman est effectivement pensée comme l'incarnation du barbare. Et le barbare, ce n'est pas seulement celui qui est inférieur. Le barbare, qui n'a pas de civilisation, c'est au contraire celui qui est certes inférieur, mais qui a une civilisation, et une civilisation qui est pensée comme extrêmement dangereuse, entre autres parce qu'elle fait obstacle à l'expansion de la seule civilisation qui vaille. Et ce sont principalement, disons, les raisons pour lesquelles, effectivement, les contemporains estiment que les musulmans font peser une menace existentielle, d'une part sur l'Empire, sur sa stabilité, sur sa pérennité, une menace existentielle pour la sécurité des biens et des personnes dans les colonies, et, faut-il le rappeler, assez rapidement pendant l'entre-deux-guerres, alors que pour les besoins de la reconstruction du pays après la Première Guerre mondiale se développe une très importante immigration nord-africaine, ce danger n'est plus seulement extérieur à l'Hexagone, ce danger devient intérieur à l'Hexagone en raison même de la présence de ces Nord-Africains supposément musulmans, toujours musulmans, selon les représentations de l'époque, et qui vivent désormais en France, et qui sont effectivement pensés comme faisant peser une triple menace sur la France, une menace pour la sécurité des biens et des personnes, une menace sanitaire parce qu'ils sont pensés comme porteurs de maladies vénériennes, entre autres, et de maladies des pauvres, la tuberculose, et aussi une menace, au fond, qu'on pourrait dire civilisationnelle, justement parce qu'ils sont musulmans, et étant musulmans, ils sont pensés comme absolument inassimilables dans et par la République. Alors, ce qui est intéressant à rappeler, c'est que dans la justification de l'islamophobie au temps colonial, telle qu'elle ressort dans votre livre, on assigne un certain nombre de mots liés à la culture de l'islam, aux textes coraniques, aux prophètes, etc. Bon, violence, ou voilà, le fait que
il n'y ait pas de l'islam, enfin, la science a déserté l'islam, des choses et des généralités de ce type. Mais il y a aussi le qualificatif, la vision horrifiée des mœurs non seulement sociales, mais sexuelles, c'est-à-dire qu'on impute aux musulmans une licence sexuelle, des relations saphiques, homosexuels. Enfin, on les décrit comme vraiment des... Voilà, on décrit le sexe de l'arabe comme forcément plus long, plus important, parce que c'est une culture qui fantasme énormément, qui fait fantasmer énormément, délirer, dirais-je, sur le sexe, du fait de la non-mixité. Enfin, on a l'impression qu'on reproche à l'islam de l'époque coloniale justement sa licéité sur le plan des mœurs et sexuelles. Donc on est horrifié. Il y a des romans qui vous décrivez, des auteurs qui écrivent des romans ou même des traités sur ces questions. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'islamophobie contemporaine, c'est que on critique cette religion justement pour le contraire, c'est pour son contrôle sexuelle des individus, voilà, l'interdiction de relations sexuelles hors mariage, grande rigidité sur le plan des mœurs. Donc, on voit que entre-temps, il y a donc ce champ d'expérience, il y a aussi des variations importantes. Dans votre ouvrage sur l'islamophobie savante, à l'époque classique, vous développez l'idée de diffusion horizontale et verticale. Mais pour vous, clairement, l'islamophobie, et elle l'est aujourd'hui encore, apparaît comme vous l'avez dit, un phénomène élitaire. C'est un discours qui vient par le haut. Et je ne peux pas m'empêcher de considérer l'autre racisme scandaleux et violent, et qui a eu des conséquences aussi désastreuses, qui concerne la détestation des Juifs, appelons-le comme antisémitisme, ou enfin voilà, disons judéophobie. Je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, mais en tout cas sur le plan, il est clair que les Juifs, ont subi aussi en Europe et en France notamment énormément de racisme, et on a entrepris en partie leur destruction de manière industrielle au cours de la Seconde Guerre mondiale sous l'ère nazie. Mais ce qui me paraît frappant aujourd'hui, donc, c'est qu'un individu aujourd'hui qui professerait des idées racistes vis-à-vis des Juifs, ou qui serait antisémite, qui projetterait des détestations avec, disons, marqué sur voilà, un dégoût physique ou par rapport à une culture, etc., se relève de l'obscène. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui affiche cette détestation, même sur le plan de la religion des Juifs, est tout automatiquement catégorisé comme un individu indigne sur le plan même de la civilisation, la citoyenneté la plus élémentaire. Et à l'inverse, ce que je trouve à titre de comparaison, c'est que la détestation de l'islam, à travers soit les populations ou à travers la focalisation sur la doctrine, les orientations du texte sacré pour près d'un cinquième de l'humanité, c'est quelque chose qui s'affirme par l'intelligence. Vous avez aujourd'hui des gens, des auteurs, etc., qui disent « je suis islamophobe » et alors. Et ça ne pose aucun problème, et même plus, nous ouvrons à n'importe quel moment nos canaux, nos chaînes d'information en continu, et nous avons des discours de haine sur les musulmans, mais carrément à relents fascisants, des individus qui ont été condamnés pour incitation à la haine raciale à propos de ce qu'ils ont dit sur l'islam ou les musulmans, ou sur des citoyens français de confession ou de culture musulmane, et qui officient toujours dans les médias et qui ont pignon sur rue, les éditions à grand tirage. Donc c'est ça que je trouve un peu, qui me paraît un peu frappant dans la comparaison avec le racisme anti-juif qui dévaloriserait, et qui relève de l'obscène et de l'abject,
et la détestation du musulman, qui est quelque chose qui... Il y avait un article dans Libération il y a un certain nombre d'années qui présentait cela comme un phénomène presque à la limite chic et tendance. Donc, dans vos travaux, quand vous rencontrez, bon, vous avez focalisé sur l'islamophobie, mais qu'en est-il du parallèle avec la détestation des Juifs, le traitement différentiel? Je sais qu'il y a eu le décret Crémieux en Algérie, etc. Comment voyez-vous l'évolution de ces deux formes de racisme, même si Oui, leurs histoires sont différentes? bien sûr, je comprends. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'antisémitisme, et vous l'avez rappelé, pour moi, cela a été une vraie découverte, et j'ai fait une parenthèse sur la question de l'islam, puisqu'effectivement, il s'agit encore une fois de travaux élaborés par des médecins, des psychologues ethniques, de certaines personnalités éminentes en droit pénal, le fait que pendant l'entre-deux-guerres, effectivement, et après, d'ailleurs, jusque dans les années 1950-1960, l'islam est pensé comme une religion qui favorise la sexualité en général et des sexualités coupables en particulier, qui favorise l'homosexualité masculine. Et la cause de ce phénomène étant imputée à la polygamie, qui a pour conséquence de priver un certain nombre de musulmans de l'accès aux femmes, d'où l'homosexualité masculine. Et en ce qui concerne l'homosexualité féminine, c'est lié à l'existence supposément réelle, en partie fantasmée, vous avez raison, des harems où les femmes sont supposées, là aussi, se satisfaire, si j'ose dire, entre elles. Et ce qui ne fait qu'accroître, là aussi, là encore, la dangerosité du musulman, pour le dire en ces termes, et qui fait de lui, au fond, un barbare, parce que je l'avais oublié, mais c'est évidemment essentiel du point de vue des représentations et des pratiques que ces représentations légitimes. Le musulman est évidemment aussi, en raison des qualités, entre guillemets, qui lui sont imputées, comme une menace extrêmement importante pour l'ordre moral. Avec à la clé, et c'est lié à ce premier point, et non pas seulement une menace très importante pour l'ordre moral, mais une menace très importante pour la sécurité sanitaire des populations européennes, qu'elles se trouvent dans l'Empire ou qu'elles se trouvent en métropole, puisque la conséquence de l'hypersexualité imputée aux musulmans est la fréquence, le fait qu'ils sont pensés comme les vecteurs essentiels de la transmission des maladies vénériennes. En ce qui concerne le rapport entre islamophobie et antisémitisme, il y a au moins un point de convergence, sans doute y en a-t-il plusieurs, mais celui-là est significatif, autour de la question de l'homosexualité justement, parce que de même que le musulman est pensé comme ayant des tendances homosexuelles très importantes, de même le juif, entre guillemets, est pensé très souvent et décrit dans la littérature antisémite de l'entre-deux-guerres comme facilement homosexuel, facilement efféminé, et facilement inverti, comme on le dit. Pour la période la plus immédiate, c'est-à-dire la période contemporaine qui nous intéresse là, nous sommes effectivement en présence d'un double régime de discours. Un régime de discours, et il est très bien qu'il en soit ainsi, qui fait preuve d'une intolérance, à mon avis, absolument nécessaire à l'endroit des discours antisémites. Et effectivement, quiconque aujourd'hui tient des propos antisémites est immédiatement sanctionné politiquement, sanctionné socialement et éventuellement sanctionné sur le plan judiciaire pour incitation à la haine raciale, la conséquence étant en général une mise au ban symbolique, sociale, politique, et s'il y a une condamnation, suivie donc d'une condamnation pour incitation à la haine raciale. Si l'on prend les discours islamophobes, on s'aperçoit qu'il y a, à l'inverse de cette nécessaire proscription et condamnation des discours antisémites, effectivement une très grande tolérance. Il faut préciser néanmoins, et c'est d'une certaine façon, vous avez utilisé le terme à plusieurs reprises et je le reprends à mon compte, c'est plus obscène encore parce que ceux auxquels vous avez fait implicitement référence, et on va donner son nom, puisqu'il a été effectivement condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale et des propos islamophobes. Éric Zemmour est un récidiviste, puisqu'il a été condamné au moins par 2 fois pour des propos islamophobes considérés comme étant des propos incitant à la haine raciale. Condamnation juridique, certes, qui prouve que dans certains cas, la justice fait droit aux demandes des plaignants,
Et en même temps, il est tout à fait singulier et remarquable, entre guillemets, de constater que cette condamnation juridique ne débouche pas ni sur une condamnation politique, mais moins encore, dirais-je, sur une condamnation sociale et médiatique. Parce que Éric Zemmour, effectivement, et d'autres, continuent d'avoir accès à des médias très importants, continuent de pouvoir écrire, par exemple, des chroniques dans ce grand journal conservateur français Le Figaro, continuent de pouvoir s'exprimer sur des chaînes de télévision importantes et, au fond, à micro et caméra ouverts. Donc, la comparaison des réactions institutionnelles, sociales, politiques et judiciaires à l'endroit des discours antisémites et à l'endroit des discours islamophobes permet effectivement cette comparaison de montrer comment ces discours font l'objet de différences de traitement très significatives, réprobation, condamnation radicale dans un cas, condamnation judiciaire dans l'autre, mais avec une extraordinaire tolérance sociale et politique et médiatique dans l'autre. Oui, alors donc ceci nous amène à aborder la dernière partie cet entretien qui concerne les questions actuelles. Ce qui est frappant aujourd'hui sur la scène médiatique, politico-médiatique, c'est que l'on voit des auteurs qui manient l'histoire, qui écrivent des supposés livres d'histoire et qui n'ont pas du tout d'approche, disons, rigoureuse ou scientifique, ou qui ne, voilà, et qui, à partir de là, contribuent à renforcer des sentiments de repli ou d'exclusion, arc-boutés sur des questions, voilà, l'identité, la question identitaire, le souverainisme. Enfin, aujourd'hui, nous voyons un certain nombre de mouvements agiter l'opinion publique et nous avons voilà, des gens qui prétendent être ou qui se présentent comme des historiens, des philosophes, enfin comme des gens qui réfléchissent et qui produisent. Et ce qui est, moi, ce que je trouve frappant, c'est de voir la faiblesse justement des productions intellectuelles en question. Et ça me rappelle tout à fait la masse de littérature que vous nous révélez dans vos ouvrages, qui avaient aussi des allures scientifiques, et qui, voilà, on a évoqué le cas d'Ernest Renan, bon, c'est un cas, c'est l'archétype, mais il y en a beaucoup d'autres, et aujourd'hui, nous avons l'impression que ces types de littérature qui mobilisent les passions des foules, domine. Comment se fait-il? Alors, nous sommes confrontés dans cette société médiatique où voilà, l'affaissement des opinions sur des questions liées au racisme, discrimination, les questions de citoyenneté, ce sont des questions très sérieuses. Et l'on voit le poids considérable que ces gens ont, non seulement vis-à-vis de l'opinion publique, mais aussi vis-à-vis des hommes politiques, du gouvernement, etc. Et comment faire pour que des personnes, des chercheurs, des enseignants, des gens qui font un travail de fond sur ces questions, avec la distance critique qui s'impose, puissent, disons, puissent contrecarrer ces mouvements, disons, qui donne une vision biaisée, non seulement du présent, mais aussi du passé. Donc, c'est une sorte de dilemme. Et si vous êtes sollicité sur les questions actuelles, disons, comment procéderiez-vous? Disons, est-ce que vous voyez une certaine utilité à intervenir dans les débats d'aujourd'hui qui mobilisent à chaque fois le passé, hein? Oui, alors plusieurs réponses. La première, c'est un phénomène qui avait déjà été en plus qu'entrevu d'ailleurs, analysé par Michel Foucault et par Gilles Deleuze. L'avènement de ce que Michel Foucault nommait les faiseurs de livres, qui peuvent être parfois des faiseurs d'histoire, mais qui Foucault pensait, et Deleuze plus encore, pensait plus spécifiquement là, je pense,
au texte de Deleuze consacré au nouveau philosophe, Ah oui, dont il le disait, dont il travail de cochon. écrivait, voilà, exactement, dont il écrivait, vous avez parfaitement raison, que contrairement à leurs prétentions et à l'aura attachée au titre de philosophe, qu'au fond, il faisait effectivement, l'expression est remarquable, un travail de cochon. Et comme aurait dit ma grand-mère, ni fait ni à faire. Parce qu'en fait, travail de philosophie, il n'y en avait pas beaucoup. Ils étaient moins mus par la volonté de savoir et la volonté de connaître que par la volonté de faire au fond un coup politico-médiatique, ce qu'ils ont parfaitement réussi. De ce point de vue-là, les années qui nous séparent des moments où et Michel Foucault et Gilles Deleuze, d'une part, sont intervenus sur ces questions, j'aurais tendance à considérer qu'elles sont caractérisées ces années par une forme d'involution dans la mesure où aujourd'hui, ceux qui occupent le devant de la scène médiatique sont effectivement des faiseurs de livres et des faiseurs d'histoire. Et c'est plus, je pense, peut-être plus grave que cela encore, dans la mesure où les faiseurs de livres et les faiseurs d'histoire au temps de Foucault et Deleuze étaient encore des hommes et des femmes qui, quoi qu'on pense de leurs écrits, avaient une formation académique remarquable. Là, il y a assurément une évolution significative. Si on prend les textes d'Éric Zemmour, par exemple, ou de Caroline Fourest, c'est des gens qui n'ont globalement jamais, à proprement parler, fait de recherche, ne sont jamais inscrits dans un cadre universitaire et académique, mais après tout, pourquoi pas? Il y a aussi d'excellents historiens et d'excellents philosophes, d'excellents sociologues qui ne se sont pas forcément inscrits dans un cadre universitaire et académique et qui ont réalisé de bons travaux. Donc le problème est moins celui d'un rapport à l'institution que d'un sérieux, effectivement, dans le travail et la recherche. Or, force est hélas de constater que ce sont effectivement ces faiseurs de livres, ces faiseurs d'histoire qui aujourd'hui ont pignon sur rue et exercent en effet une influence médiatique et politique significative. Comment répondre à cette situation? Eh bien, il y a deux façons de le faire, me semble-t-il, qui ne sont pas du tout contradictoires, mais de mon point de vue parfaitement complémentaires au contraire. D'une part, continuer, bien sûr, à produire des textes, des écrits, des articles, des ouvrages correspondant à ce qu'on est en droit d'exiger d'une production effectivement obéissant à un certain nombre de règles déontologiques et méthodologiques, et donc tendant à la déconstruction de la doxa telle qu'elle s'impose maintenant, ce qui est un élément, et je crois un élément absolument fondamental pour falsifier les textes de ces faiseurs d'histoire et ces faiseurs de livres, et d'autre part, et là les choses sont évidemment sans doute un peu plus compliquées, tenter d'intervenir sur le plan médiatique pour chercher à, autant que faire se peut, en ce qui me concerne, je ne fais pas beaucoup d'illusions sur l'efficacité de ces prises de position publiques, mais elles me semblent néanmoins nécessaires, tenter d'intervenir autant que faire se peut, encore une fois, dans l'espace public et médiatique, soit par des entretiens et ou par des articles, disons de vulgarisation destinés à faire passer un certain nombre de thèses et d'idées auprès d'un public qui n'est pas un public universitaire et académique, mais ce qu'il est convenu d'appeler, cette formule étrange, mais employons-la tout de même, auprès du grand public, en sachant que c'est la raison pour laquelle je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je crois que nous sommes, pour ce qui est de la France, mais pas uniquement, entrés dans une période d'involution à la fois politique significative et à l'endroit de l'islam très importante, et que la situation, me semble-t-il, ne va pas se retourner aisément. Ce à quoi nous sommes confrontés, là, a mis, si je puis dire, beaucoup de temps à s'installer. Ceux qui sont ouvertement aujourd'hui islamophobes ont eu des précédents, des prédécesseurs également, qui depuis très longtemps ont mené, pour le dire en ces termes, une sorte de bataille politico-culturelle. Cette bataille politico-culturelle, au fond, ils l'ont gagnée, mais ils l'ont gagnée après un très long travail qu'on sous-estime, me semble-t-il, souvent. Et encore une fois, je pense que ce rapport de force-là est établi est bien établi désormais, et qu'il ne pourra s'inverser qu'à la suite d'événements significatifs, et que je ne vois pas pour le moment ce qui pourrait
effectivement les inverser de façon significative. Pour le dire en d'autres termes, je pense que nous sommes d'une certaine façon condamnés ou d'une façon certaine à une forme de résistance, à la fois intellectuelle et politique, qui va longtemps durer. Oui, certains mentionnent cette résistance au fait que peut-être la dernière génération, qu'il y a encore des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, que c'est une mémoire vivace et que faire un travail sur l'histoire coloniale ou sur des aspects, disons, refoulés n'est pas encore, ce n'est pas encore la période. Il me semble que dans le rapport à une certaine partie de la population issue de l'immigration, mais issue de cette histoire coloniale, issue des territoires d'outre-mer, voilà, et avec les guerres, avec tout le, disons, le refoulé lié aux guerres de conquête, à l'exploitation, à l'esclavage, etc. Il me semble que il y a un problème de crise identitaire en France, que au lieu, disons que disons, cette population soit disons, apporte une ouverture culturelle, linguistique, notamment entrepreneuriale, démographique à la France, qui lui permet de rayonner sur différents fronts, ces questions du rapport à soi, en définissant au sein même de la population française le soi et le non-soi, c'est cette dimension qui, voilà, c'est comme se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire ce qui est normalement par-delà les discours sur les traditions d'immigration, voilà, d'acculturation des différentes populations qui sont venues en France, de différents pays. Contrairement à ce qui se dit, nous vivons une crise identitaire et me suis souvent dit, est-ce que le travail qui a été fait, par exemple, sur la question de la mémoire, sur, par exemple, l'histoire de la collaboration française sous l'ère nazie, la déportation des Juifs, et donc tout le travail historique, tout le regard critique, même le rapport mémoriel qui a été entrepris vis-à-vis de cette question, voilà. Est-ce que un travail sur la mémoire coloniale, sur cette histoire, un regard, disons, qui assumerait, mais pas simplement la dimension positive du colonialisme, mais qui, enfin, cette notion positive a été mentionnée même au Parlement français il y a quelques années, mais qui fasse un retour sur ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est produit comme discours et que ça soit l'objet d'enseignement. Est-ce que c'est pas une manière aussi psychanalytique de renouer et de dire et de finalement reconnaître la propre diversité française, la diversité interne, voilà, issue d'une histoire, c'est pas qui est coloniale, que l'on a voulu refouler, mais peut-être qu'on l'a en la maîtrisant, et en la reconnaissant, en l'intériorisant, on peut à ce moment-là avoir un regard apaisé sur le français d'origine sahélienne, d'origine maghrébine, d'origine antillaise, et peut-être taire, disons, ce problème identitaire qui, au lieu de faire de la France une force culturelle, démographique sur plusieurs fronts, fait qu'aujourd'hui, un mal-être manifeste, perdure et se traduit de mille et une manières. Alors, oui, en ce qui me concerne, j'ai tendance à considérer que cette question elle n'est pas d'abord avant tout du ressort ou De du domaine de la psychanalyse, mais elle est d'abord et avant tout politique. Et commencer par ce constat, au fond, même s'il faut évidemment continuer à travailler, mais en ce qui concerne la guerre d'Algérie, la pratique systématique de la torture, la façon dont ont été commis un certain nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, je parle là de la dernière guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et 1962, je pourrais aborder aussi ou traiter de la première conquête de l'Algérie, mais aussi d'un certain nombre d'exactions commises dans l'Empire. Beaucoup de choses sont aujourd'hui parfaitement établies
parfaitement connu. Nous connaissons le nom des responsables, à la fois militaires, policiers et politiques. Beaucoup de choses sont connues, bien sûr, aussi sur les victimes. C'est vrai pour les massacres de 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata. C'est vrai pour les massacres du 17 octobre 1961 commis en métropole. Nous savons beaucoup de choses sur les conséquences absolument catastrophiques du travail forcé en Afrique équatoriale française. Bref, sur le massacre de Tiaroy à Madagascar, à Dakar, sur les massacres de Madagascar. Je ne vais pas poursuivre la litanie des massacres après 1945. Pour le dire ainsi et résumer, au fond, et employer un terme sans doute un peu guerrier, mais la bataille pour la connaissance, elle a été en partie gagnée. Ça ne veut pas dire qu'elle doit cesser, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler. Bien sûr, il faut continuer à le faire, mais cette bataille pour la connaissance, elle est désormais gagnée. On peut remplir des bibliothèques très importantes avec ces ouvrages. Ceci pour souligner plus encore le fait que l'un des problèmes, et c'est l'une des particularités françaises, c'est la question de la reconnaissance de ces crimes par les plus hautes autorités de l'État, et où on constate président après président, gouvernement après gouvernement, majorité après majorité, que ces majorités, ces gouvernements et ces présidents soient de droite ou de gauche, une extraordinaire pusillanimité de ces présidents, gouvernement et majorité, et par ailleurs un extraordinaire conservatisme, comparativement à d'autres pays qui, comme l'Allemagne, qui a reconnu le génocide perpétré par les troupes du général Lothar von Trotha en 1904 dans ce qui était à l'époque les territoires du sud-ouest africain, l'actuelle Namibie, premier génocide du XXe siècle perpétré contre les Herero et les Nama. Reconnaissance par les autorités judiciaires britanniques des exactions commises à l'encontre des Mao Mao, et les victimes et leurs descendants ont obtenu réparation judiciaire et financière, et la Grande-Bretagne a décidé d'ériger à Nairobi un mémorial à la mémoire des victimes. Les dernières déclarations du roi des Belges relatives à ce qu'il s'est passé et ce qui a été perpétré du temps du Congo de son ancêtre, si je puis dire, belge. Et si on prend des États comme le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on constate que ces États également ont fait des déclarations et pris dans certains cas des mesures de réparation à l'endroit du traitement infligé aux populations autochtones. La comparaison de ce point de vue-là est catastrophique pour les plus hautes autorités de l'État français. D'un côté des reconnaissances, d'un côté des réparations qui ne sont pas simplement symboliques, mais parfois des réparations financières, et de l'autre, le refus réitéré de reconnaître effectivement pleinement ce qui a été perpétré à l'époque coloniale. Et rappeler, pour citer cela, que le candidat Emmanuel Macron à la présidence de la République avait, devant une télévision algérienne privée, déclaré que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Emmanuel Macron, devenu chef de l'État, s'est bien gardé de réitérer ces propos et ne cesse d'ailleurs depuis maintenant quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, de courtiser de façon, à mes yeux, assez éhontée un électorat de droite et voire d'extrême droite, en désignant d'une part les musulmans et les jeunes des quartiers populaires et leurs revendications comme faisant peser des menaces sécessionnistes, selon lui, sur la République et l'unité de la France, et s'en prenant dans un discours relativement récent aux universitaires en général, accusés des mêmes travers. Donc, encore une fois, l'un des problèmes qui se pose en France et qui a à voir évidemment avec la construction d'un nous exclusif avec l'absence de reconnaissance ou d'un nous inclusif avec la reconnaissance des crimes coloniaux est, de mon point de vue, moins une question psychanalytique qu'une question éminemment politique. Et rappeler qu'en matière de reconnaissance, il y a des associations qui maintenant luttent depuis 1991, c'est-à-dire depuis très longtemps, entre autres pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961, et que les avancées sont d'une lenteur géologique et que l'ensemble prouve une fois encore le très singulier conservatisme des élites politiques et administratives françaises à l'endroit du passé colonial de ce pays. Oui, et cette question politique peut être amenée
peut s'expliquer en fait dans la centralité de l'État français, le rapport à, disons, c'est pas un État décentralisé, c'est le moins qu'on puisse dire, ou fédéral. Donc, le rapport bon, à l'extérieur ou le rapport à la périphérie, euh, je veux dire, bon, on a la question des banlieues, mais on a eu la question des Gilets jaunes qui est aussi un rapport aussi d'une centralité qui ne reconnaît pas une périphérie pavillonnaire, entre guillemets, le blanc classe moyenne qui lui aussi se sent euh, exclu. C'est-à-dire, je pense qu'une des difficultés sur le plan politique tient à la nature de l'État français très centralisateur et que, je veux dire, la crise des Gilets jaunes, qui est un mouvement aussi populaire très important de révolte populaire, a montré aussi un certain nombre de choses comparables que l'on avait vues, par exemple, dans les révoltes des banlieues pour d'autres raisons. Ma dernière question, comment voyez-vous ces mouvements actuels de lutte contre le racisme qui mobilisent par exemple, voilà, qui s'insurgent contre le maintien de certains statuts, qui dénoncent les violences policières, les délits de faciès, vous l'avez évoqué. Euh, on a eu tendance, même de la part des autorités françaises, à montrer que ce mouvement de lutte contre le racisme était lui-même, voilà, était lui-même enfin, voulait le déconsidérer en le présentant comme un mouvement différentialiste, racialiste. Voilà. Donc, il y a des jeunes qui se saisissent de ces questions, qui empruntent un langage, des notions des sciences sociales, mais qui se développent dans le monde anglo-saxon, parce qu'en France, malheureusement, on n'a pas encore développé ces concepts. Donc, il y a un certain nombre de concepts qui nous viennent d'Amérique du Nord et qui sont repris, évidemment déconsidérés par l'élite culturelle française, mais aussi par les responsables politiques. Et quel est votre regard sur ces contestations qui ont eu lieu récemment au mois de juin 2020? Tout d'abord, souligner qu'il s'agit du surgissement sur la scène politique française d'un mouvement initié par les populations et les jeunes racisés des quartiers populaires, par les premiers concernés par conséquent, c'est-à-dire celles et ceux qui sont victimes effectivement de discrimination systémique. On a parlé de la police et des contrôles aux faciès et des violences policières, mais il faudrait ajouter à ces discriminations systémiques les discriminations qui sont aussi des violences à la fois symboliques, personnelles et sociales, infligées par l'institution scolaire, infligées par l'institution universitaire, les discriminations systémiques que ceux-là et celles-là subissent alors même qu'ils ont obtenu des diplômes, et les études le montrent, quand bien même ils ont obtenu des diplômes, ils ont du mal à trouver des emplois, et lorsqu'ils trouvent un emploi, en général et en particulier, c'est un emploi sous-qualifié, eu égard au diplôme obtenu, moins bien rémunéré, et ils continuent d'être donc victimes tout au long, au fond, de leur parcours social et professionnel de ces discriminations et de leurs conséquences qui affectent la totalité de leur existence. Et donc, nous sommes bien en droit, effectivement, de parler de discrimination systémique et, de mon point de vue aussi, de racisme d'État dont les conséquences individuelles sociales sont catastrophiques pour les personnes concernées, bien sûr. Donc, on assiste à l'émergence d'un mouvement qui, de mon point de vue, est un mouvement politique de masse sans précédent depuis la marche contre le racisme et pour l'égalité de 1983, mouvement initié donc par les jeunes hommes et femmes racisés des quartiers populaires, qui est un mouvement indépendant, qui se construit à l'écart des grandes organisations politiques et des grandes associations traditionnelles, notamment des organisations antiracistes traditionnelles, qui éventuellement les met en cause, non pas forcément directement, mais parce qu'au fond, et les formations politiques dites des gauches, comme ces associations traditionnelles ont été incapables de mobiliser à ce point. Et faut-il le rappeler, ce mouvement a bouleversé comme rarement, et en tout cas pas depuis la marche pour l'égalité contre le racisme de 1983, bouleversé comme jamais l'agenda politique, en mettant désormais sur la place publique tous les débats relatifs effectivement aux discriminations systémiques,
au racisme d'État, à la place accordée dans l'espace public à un certain nombre de grandes figures coloniales, d'où la volonté de décoloniser l'espace public et plus largement la République. Ce mouvement a également bouleversé l'agenda médiatique, puisqu'on a vu une quantité très importante de radios, de chaînes de télévision, y compris de journaux comme Le Figaro, faire droit et Paris Match, faire droit à ces questions alors qu'elles étaient jusqu'à présent jamais traitées, et des mobilisations qui ont également en partie bouleversé l'agenda partisan et l'agenda associatif, puisque les mobilisations appelées entre autres par le comité Adama ont contraint un certain nombre d'associations et d'organisations des gauches, soit dans certains cas à s'y rallier et à y participer, soit en tout cas dans tous les cas à prendre position. Et donc c'est de mon point de vue un événement politique extrêmement important. Qu'est-ce que cela va donner? Il est pour le moment, de mon point de vue, difficile de faire des prédictions. Cela va dépendre de la capacité de celles et ceux qui ont initié ces mouvements à essayer d'inscrire ce mouvement dans la durée. Et cela dépend aussi en partie de l'évolution de la situation sociale en France, dans la mesure où il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre que ce qu'il est convenu d'appeler dans ce pays la rentrée, à savoir le mois de septembre et le mois d'octobre, vont être caractérisés par une crise économique, sociale, financière qui est déjà présente, et dont les conséquences risquent vont être, c'est pas risque, vont être extrêmement importantes, et voir s'il va être possible de construire un mouvement capable à la fois de mobiliser sur le terrain social, mais aussi de mobiliser sur le terrain des discriminations systémiques, en rappelant encore une fois que la question raciale et la question sociale sont évidemment absolument liées. Les discriminations systémiques subies par les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale ont des conséquences qui ne sont pas évidemment seulement individuelles, elles ont des conséquences sociales extrêmement graves pour les personnes concernées. Et de mon point de vue, il faudrait bien sûr que ces mouvements assument et traitent de façon conjointe et la question sociale et la question raciale, parce qu'encore une fois, elles sont très liées. Et de ce point de vue-là, si on faisait une histoire des discriminations raciales, on s'apercevrait que depuis très longtemps et depuis l'entre-deux-guerres, ces questions sociales et ces questions raciales sont étroitement liées et ont eu des conséquences désastreuses pour les personnes concernées. Oui, donc j'observe que vous qui enseignez les sciences politiques et la philosophie politique à l'université, que vous suivez de très près les développements récents, les mouvements sociaux aujourd'hui autour de la lutte contre le racisme et les discriminations, et aussi les développements d'une production théorique qui accompagnerait ces mouvements. Je voulais donc, je suis ravi d'avoir eu cet échange avec vous, et je le dis très sincèrement, les deux livres que j'ai lus de vous, vraiment de solides références, Coloniser, exterminer, sur la guerre et l'État colonial, paru chez Fayard en 2005, et Ennemi mortel, représentation de l'islam politique musulmane en France à l'époque coloniale, paru à la Découverte en 2019, sont des livres absolument exceptionnels. Vous avez par ailleurs écrit sur les citoyennetés en révolution, sur haine au pluriel, philosophie et politique, sur la République impériale, sur l'Empire, l'indigénat. Enfin, vous êtes spécialisé sur ces questions, et je voulais savoir si vous travaillez, si vous êtes actuellement sur un nouveau projet d'ouvrage ou d'une recherche en cours, un sujet en particulier. Oui, et ce qui a à voir avec ce dont nous avons traité, puisque c'est un ouvrage collectif qui doit apparaître aux éditions de la Découverte au mois d'octobre 2020. Un ouvrage collectif que je dirige avec un ami qui s'appelle Omar Slaouti. Le livre s'appelle Racisme au pluriel de France, et c'est donc un ouvrage collectif consacré au racisme au pluriel. Bien sûr, racisme, antisémitisme, négrophobie, islamophobie, mais également aussi racisme anti-asiatique, qui, à l'occasion de la crise du Covid-19, a ressurgi de façon très importante dans un certain nombre d'États, et a eu des conséquences là aussi parfois catastrophiques pour les personnes concernées.
C'est un ouvrage qui également revient sur toute une série de catégories comme la blanchité, le privilège blanc et l'intersectionnalité. Vous avez souligné tout à l'heure qu'effectivement, c'était des catégories, des concepts forgés outre-Atlantique, pour le dire en ces termes, qui sont maintenant massivement utilisés par un certain nombre de chercheurs et d'universitaires, mais qui, à la différence des États-Unis, continuent de susciter en France des réactions à la fois politiques et académiques d'une extraordinaire violence. Et donc, il nous a paru nécessaire d'en retracer à la fois la généalogie, l'histoire, et évidemment aussi d'en montrer la pertinence pour penser à nouveau frais la situation qui est faite donc aux héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale dans ce pays. Nul doute que ce livre voilà, va produira une trousse à outils très utile pour justement manipuler ces nouveaux concepts. Olivier Lecourt, Grand Maison, je vous remercie vraiment pour cet échange très Merci à instructif vous. et éclairant, et donc au plaisir d'une prochaine rencontre ou conversation. Merci beaucoup.